Mesdames, Messieurs, merci beaucoup d'être présents. Ça me fait très, très plaisir de voir des visus les membres du SAC Napoléon, très belle association magistralement dirigée par notre ami Gérald Mongin. Alors, en cette année de commémoration donc, du bicentenaire de la mort de notre empereur, je voulais profiter de cette occasion pour discuter un petit peu de postérité, d'historiographie, de mémoire un peu injustement traitée, puisque, comme vous l'avez vu, Napoléon a été attaqué à de nombreuses reprises et heureusement très bien défendu par de nombreux historiens, notamment évidemment le professeur Tuard, Thierry Lenz, David Chantran, Pierre Branda, Jacques-Olivier Boudon, Charles Movial ou encore Arthur Chevalier. Donc on a eu beaucoup d'occasions de défense de Napoléon Ier, c'est une très belle chose. Ce qui est intéressant, ce que j'aimerais analyser avec vous, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps, c'est comment est-ce qu'on casse une mémoire, comment est-ce qu'on salit une mémoire. Et alors, il y a deux cas très intéressants là-dedans. Vous avez évidemment, ça va vous parler immédiatement, Napoléon III, et bien sûr Murat, qui est pour le coup, évidemment, mon sujet de prédilection. Alors, comment ça se passe avec Napoléon III, avec Murat? Vous avez toujours la conjonction, en gros, de deux événements. Vous avez un changement de régime. Donc, dans le cas de Napoléon III, c'est l'arrivée de la République qui va vouloir se défaire du sentiment bonapartiste et qui va s'appuyer sur une œuvre. Donc un changement de régime avec une œuvre, ça peut être tout à fait dévastateur. Dans le cas de Napoléon III, évidemment, il s'agit de Victor Hugo. Et quand votre postérité est maltraitée par Victor Hugo, vous allez avoir beaucoup de mal à vous en sortir à travers les siècles. Dans le cas de Murat, c'est passé à peu près la même chose. Vous avez eu un changement de régime, donc qui a amené la Restauration, puis ensuite à nouveau l'Empire, puis à nouveau la République. Et de toute façon, des régimes qui voulaient se battre contre la mémoire de l'empereur et contre les bonapartistes et les mots bonapartistes ont cherché évidemment à abîmer les principales figures, donc bien sûr Napoléon Ier et évidemment Murat. Dans le cas de Murat, les œuvres sur lesquelles la propagande s'est appuyée, vous en avez eu deux œuvres majeures. La première, la plus connue, c'est évidemment le mémorial de Sainte-Hélène, dans laquelle Murat est quand même extraordinairement maltraité, et bien sûr le tableau de Goya. Donc, vous savez, le fameux tableau de Goya sur les exécutions du 3 mai, du 13 des Maillots. Et un petit plus, très étonnant dans le cas de Murat, la fête du travail. Figurez-vous, mesdames, messieurs, qu'effectivement, la fête du travail a été un clou de plus dans le désastre qu'on a commis contre la mémoire de Murat. Je vais vous expliquer comment. Le 1er mai est devenu un vrai problème pour Murat, qui au départ n'y était évidemment pour rien. Alors, le mémorial, bien sûr, parce que dans le mémorial est une œuvre éditoriale. Alors, certains ont dit que c'était une œuvre de propagande. Ce n'est pas vraiment une œuvre de propagande, c'est une tentative de succès éditorial. Le mémorial, donc, il est écrit par Lascaz, qui le publie en 1823 et qui a besoin de faire beaucoup d'argent. Donc, pour ça, il doit rédiger une vision de Napoléon presque christique, presque messianique, qui ne fait aucune erreur, qui a tout anticipé et qui est en fait entouré d'affreux Judas qui le trahissent, et toutes les erreurs qu'a pu commettre Napoléon sont mises sur le dos de son entourage. Et en particulier, les deux principales erreurs, qui sont bien sûr la guerre d'Espagne et la retraite de Russie, sont mises sur le dos de Murat. Et on rajoute bien sûr la fameuse trahison. Alors, très rapidement, je vais faire un petit rappel sur les destins croisés de Murat et Napoléon Ier. On viendra ensuite un peu plus dans le détail, notamment sur l'affaire d'Espagne, puisque là, l'affaire d'Espagne, c'est vraiment un cas d'école de conjonction de facteurs malheureux pour s'acharner sur une postérité. Alors, Murat, donc, né le 25 mars 1767, c'est un fils du Quercy, d'une modeste famille du Quercy. Il est le 11e enfant d'une mère de 46 ans. Il fait son collège à Cahors, puis le séminaire à Toulouse. Donc, contrairement à ce que l'image d'Épinal voudrait faire croire, c'est un lettré, il parle couramment latin et grec. Il fait son séminaire, donc c'est un jeune homme très cultivé, mais manifestement, la vocation de séminariste ne lui convient pas, puisque donc il entre, suite à différentes aventures, au 12e chasseur dans la cavalerie. Il épousera les idéaux révolutionnaires très très tôt, il va participer à beaucoup de salons, beaucoup de discussions politiques. Il a déjà des idées assez arrêtées, il est assez robespierriste comme Bonaparte. La première rencontre entre Bonaparte et Murat, bien sûr, c'est le 13 Vendémiaire en 1795, où Bonaparte met fin à une émeute royaliste et Murat va chercher les canons à la plaine des Sablons. Et là, évidemment, Murat tombe complètement fasciné sous la personnalité de Bonaparte, et Bonaparte est très séduit par l'énergie, la fougue et les capacités de commandement de Murat. Alors ensuite, ils ne se quitteront plus, donc ça va être la campagne d'Italie, donc Murat sera fait général de brigade
par le directoire, puisque c'est lui qui va ramener les drapeaux de la campagne d'Italie au directoire, bien évidemment la campagne d'Égypte, là à nouveau, grande victoire de Murat à Aboukir, il sera fait général de division sur le champ de bataille par Napoléon. C'est ce qui permettra d'ailleurs à Napoléon de quitter l'Égypte et d'aller participer à ce qui sera un coup d'État, mais qui sera un coup d'État finalement militaire, mais qui n'était pas prévu pour être un coup d'État militaire, qui est le coup d'État orchestré par Seyès, le coup d'État du 18 Brumaire, où là Murat à nouveau joue un rôle absolument central, puisque c'est lui justement qui va emporter la journée en faisant entrer ses soldats dans le Conseil des 500 à Saint-Cloud en disant « Citoyens, vous êtes dissous, foutez-moi tout ce monde là-dehors ». Et il sauve la journée avec Lucien et Bonaparte. Les trois personnages principaux de cet incroyable épisode du 18 Brumaire sont bien sûr Bonaparte, Lucien et Murat, mais on oublie souvent Joséphine. Joséphine a joué un très grand rôle dans le 18 Brumaire. Alors, il épouse Caroline, la sœur de Napoléon. Il devient maréchal. Il est deuxième nomination de maréchal juste après Berthier. Il est chef de corps de la Légion d'honneur. Il devient grand amiral de France. Il participera évidemment à toutes les campagnes très brillamment. Il devient membre de la famille impériale après le sacre. Il devient grand-duc de Berg. Oui, c'est un très bon souvenir d'ailleurs, Berg, puisque c'est lui qui va poser les bases de ce qui sera le développement de l'industrie textile et métallurgique de la région de la Ruhr. Le maire de Düsseldorf, en 2006, avait fait un très beau bicentenaire de Murat à ce sujet. Et arrive l'affaire d'Espagne. Alors, c'est à ce moment de l'affaire d'Espagne que la brouille va commencer avec Napoléon. Donc, je vais rentrer plus tard dans le détail sur l'épisode espagnol, mais Murat est roi de Naples, après l'affaire du 2 mai, dans lequel je rentrerai plus dans le détail, rentre à Naples. Il est épouvantablement marqué par cette affaire espagnole. Et on est en décembre 1808, Murat est à Naples, il est au courant de rien du tout, ça fait longtemps qu'il a quitté l'Espagne. Et Talleyrand et Fouché se réunissent à Paris, puisqu'il se pose la question de savoir que fait-on si Napoléon meurt, puisque Napoléon, lui, est en Espagne à ce moment-là, la guerre fait rage. Si Napoléon est tué dans une embuscade, que fait-on? Talleyrand et Fouché, qui se détestent, mais qui sont, pour le coup, les hommes d'État sérieux, se disent il faut maintenir le régime. Qui est-ce qu'on met à la place de Napoléon? Et Talleyrand et Fouché arrivent à la conclusion assez rapidement que le seul qui peut succéder à Napoléon, c'est Murat. Murat n'est pas du tout au courant. Murat n'est absolument pas au courant de toute cette tractation. Alors pourquoi est-ce que c'est Murat? C'est parce que c'est le membre de la famille impériale le plus flamboyant et préféré de la population française. C'est également le seul derrière lequel toute l'armée pourrait se réunir, donc ça permet de tenir l'armée. Et enfin, c'est celui qui a une vision politique du développement du Grand Empire qui est le plus en accord avec les visions de Talleyrand et de Fouché. On reviendra un petit peu dans le détail là-dessus. Donc, Talleyrand et Fouché envoient un courrier à Murat à Naples. Ce courrier est intercepté par les services de Napoléon, qui, quand il voit ce courrier, tombe littéralement des nues. Comment ça, Murat, c'est même pas un de mes frères, c'est Murat qui me succéderait. Donc, ça, c'est vraiment l'origine de la brouille. Et Murat, une fois de plus, n'y est pour rien, il n'est pas du tout au courant de tout ça. Donc, le très long désaccord entre Murat et Napoléon Ier va commencer à ce moment-là. Ensuite, Murat, roi de Naples, va gérer les affaires napolitaines de façon très originale par rapport aux autres napoléonites, par rapport à Joseph en Espagne et par rapport à Louis en Hollande. C'est que lui va décider de prendre le parti italien. C'est-à-dire que Murat a un sentiment, vraiment la vision, l'intuition de l'éveil des nationalités. Ça va être le seul, avec Eugène de Beauharnais et Talleyrand et Fouché, à comprendre qu'il y a un éveil des nationalités, notamment provoqué par le Grand Empire. Donc, ce Grand Empire va coaliser les Espagnols en Espagne, les Russes en Russie, les Polonais en Pologne, les Italiens en Italie. Et donc, ça va créer des sentiments patriotiques, sentiments de nationalité. Et ça, Murat s'en rend très vite compte. Et donc décide de gouverner en Italie avec des Italiens, ce qui est absolument contre les principes de Napoléon, qui n'arrête pas de lui envoyer courrier sur courrier pour dire tu arrêtes immédiatement, c'est les Français qui doivent gouverner, tu me fous tous ces Italiens dehors, et tu n'oublies pas de me payer le tribut en hommes et en argent que tu me dois comme roi de Naples. Donc ça, il y a un vrai désaccord sur la façon de gérer l'avenir de Naples et du Grand Empire en général entre Murat et Napoléon. Donc, la campagne de Russie, Murat est tout à fait opposé à l'invasion de la Russie, il y aura quand même la campagne de Russie, la retraite de Russie, bien sûr. Alors, le mémorial fait porter sur Murat l'échec de cette retraite de Russie, c'est évidemment parfaitement injuste. Tullard l'a très largement démontré, mais pas que lui. Murat n'est absolument pour rien dans les débandades de l'armée qui, en fait, quitte Moscou, alors que l'empereur est toujours là, dans le plus grand désordre, et la grande armée va s'étaler sur une centaine de kilomètres, donc ça va être absolument ingérable. Et Murat, lui, sera de tous les combats pour protéger le retour des troupes qui ont quitté donc Moscou dans le plus grand désordre. Alors ensuite, bon,
à la toute fin de la retraite, il va confier le retour final des troupes à Eugène, et lui va repartir à Naples. On est en fin 1812, début 1813. Là, à nouveau, une nouvelle campagne, la bataille de Leipzig. Murat va à nouveau faire des charges absolument formidables, mais malheureusement, cette fois-ci, ça ne servira à rien. La bataille de Leipzig n'est pas vraiment une victoire, contrairement à la bataille d'Eylau, qui a été un phénomène absolument incroyable. Et là, la brouille entre Murat et Napoléon prend des dimensions qui sont maintenant quasiment ingérables. On est en 1813. Napoléon envoie littéralement lettre d'insulte sur lettre d'insulte à Murat. Ils ne s'entendent plus du tout, ça ne va plus du tout. Et en janvier 1814, Murat décide de faire alliance avec les Autrichiens en se disant, voilà, Napoléon, l'empereur, le sens pris par l'empereur ne peut pas fonctionner, c'est voué à l'échec. Et Murat a en tête l'unité italienne, c'est son obsession. Et Murat va faire l'unité italienne. C'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'en 1814, Murat va faire l'unité italienne puisqu'il il va réunifier l'Italie jusqu'aux rives du Pô. Et là, sur les rives du Pô, il va tomber sur les armées d'Eugène de Beauharnais. Et donc là, il va arrêter. Il va dire, non, là, on ne se bat pas contre les Français, il y aura une petite échauffourée, mais qui ne fera pas beaucoup de victimes. Et là, il arrête, il écrit à l'empereur. L'empereur lui répondra en disant, Murat, c'est toi qui avais raison. Cette histoire d'unité italienne, c'était effectivement une bonne idée. Et donc, on est à la veille d'une réconciliation, mais c'est trop tard. Napoléon tombe, abdique et part à l'île d'Elbe. Alors, on est en 1814, Napoléon est à l'île d'Elbe, le congrès de Vienne va commencer et Murat est roi de Naples. Donc, c'est le seul napoléonide avec Bernadotte à garder son trône. Donc, Murat, il est roi de Naples, il a absolument tout à perdre. Donc, à reprendre le parti de l'empereur. Et maintenant, on sait, de façon certaine, grâce aux études de Pierre Brandin et de la Fondation Napoléon qui ont étudié de près les rapports et correspondances des services secrets de Talleyrand, que Murat, pendant toute la période de l'île d'Elbe, avec Pauline servira de messagère, prépare le débarquement, la fuite de Napoléon, qui a été orchestré vraiment dans le détail pour débarquer à Golfe-Juan. Donc, si vous voulez, on est face à un renversement d'alliance qui dure 3 mois. Et Murat, très rapidement, se remet à aider Napoléon, alors qu'il a absolument tout à perdre. Il est roi de Naples, sa dynastie est pour le moment presque garantie, c'est plus qu'une histoire de tractation. Il doit pouvoir y arriver. Le débarquement de Napoléon a lieu. Murat, pour couvrir ce département, attaque immédiatement les Autrichiens pour ouvrir un contre-feu. Et là, ça met Napoléon dans une rage absolument indicible, parce que Napoléon avait prévu comme plan pour assister son débarquement, de faire croire qu'il était soutenu par les Autrichiens, son beau-père et l'empereur d'Autriche. Probablement une tactique qui n'aurait pas marché, parce que personne n'aurait jamais cru qu'il était soutenu par les Autrichiens. Il a simplement complètement oublié de prévenir Murat. Donc Murat, lui, fait ce que ferait n'importe quel tacticien pour aider un débarquement, il attaque l'ennemi. Donc ça met Napoléon hors de lui, donc il demande à Murat de ne plus se mêler de ses affaires. Donc Napoléon va faire le vol de l'Aigle jusqu'à Waterloo. Murat va rester dans le sud, alors il va se battre d'abord contre les Autrichiens en Italie, il va perdre finalement en mai à Tolentino contre les Autrichiens, il se réfugiera à Cannes et il va fuir la terreur blanche après Waterloo. Il va se réfugier en Corse avec ses régimes en Corse, et là en Corse, il avait l'occasion de refonder un royaume de Corse, il aurait pu. Mais il décide que lui, c'est Naples, lui, c'est l'Italie, et donc il tente un redébarquement à Pizzo de à Naples. Il est trahi, une tempête, il est trahi, et finalement le bateau arrivera à Pizzo de Calabre, il sera capturé et assassiné dans les 24 heures par la gendarmerie des Bourbons-Sicile. Donc, Murat a vraiment. Donc, là, la campagne de Russie, c'est évidemment pas Murat. La trahison, aujourd'hui, maintenant, qui est très mise en avant par le mémorial de Sainte-Hélène, Murat a vraiment le rôle de Judas. Là, pour le coup, tous les historiens, du professeur Tullard jusqu'à la totalité des historiens de la Fondation Napoléon, maintenant disent non, il ne s'agit pas d'une trahison, il s'agit d'un renversement d'alliance. Et voilà pour ces trucs-là. Maintenant, l'Espagne. Alors ça, l'Espagne, en termes de manipulation historique, c'est formidable. Donc, quel est le contexte? Le contexte historique, on est en 1807. Hein. Il y a un blocus continental contre l'Angleterre. L'Espagne est alliée de la France depuis 1795. Donc, l'Espagne est alliée de la Convention au départ. Hein. Les Bourbons d'Espagne sont alliés des Français. Ils sont absolument, dans ce qui sera ensuite l'Empire, ils sont alliés des Français. Et le Portugal, lui, est un allié historique des Anglais. Donc, alors, en novembre, et donc ne respecte pas le blocus continental. En novembre 1807, l'empereur lance l'invasion du Portugal avec le général Junot à sa tête et installe à Madrid une armée de réserve et une base arrière. C'est Murat qui va prendre le commandement de cette armée de réserve le 28 mars 1808.
On est dans un contexte très particulier en Espagne, puisqu'il y a le père, le roi Bourbon Charles IV, manipulé par l'infâme Baudois, le terrible Premier ministre espagnol à l'époque, qui semble-t-il a une intimité un peu trop développée avec la reine. Et donc, Baudois et Charles IV se montrent contre Ferdinand VII, le fils. Et donc, il y a une espèce de querelle de succession. Donc l'empereur Napoléon propose d'arbitrer, puisqu'il est allié, ce sont ses alliés, d'arbitrer cette querelle de succession à Bayonne, la fameuse entrevue de Bayonne. Alors Murat, lui, est gouverneur militaire de l'Espagne, il est lieutenant général de l'empereur en Espagne à ce moment-là, il y a un gouvernement espagnol en l'absence des Bourbons, et Murat est laissé en Espagne sans aucune instruction, absolument aucune instruction, et il n'est évidemment pas du tout au courant de ce qui va se passer à l'entrevue de Bayonne. Il n'a pas la moindre idée du fait que l'empereur va décider de nommer son frère. Il se doute que quelque chose est en train de se passer, mais il n'est pas du tout mis dans le secret des tractations. Que se passe-t-il en mai? En mai, depuis plusieurs jours, les partisans de Ferdinand VII, donc le fils, commençaient à faire courir à Madrid le bruit que cette entrevue de Bayonne est un piège infâme qui va se refermer sur les Bourbons pour mettre à la place un Français, probablement un frère de l'empereur, à la place des Bourbons. Donc ça, le bruit court. Donc Ferdinand VII a déjà des cellules dormantes qui sont à Madrid prêtes à bondir. Le 2 mai, il va se passer un petit épisode, a priori bénin. L'enfant Francisco, qui est un des enfants de la famille royale, doit rejoindre la famille royale à Bayonne pour les tractations du traité de Bayonne. Et donc, on est au Palais Royal, les grilles du Palais Royal sont là, on est le 2 mai matin, il y a des partisans de Ferdinand VII qui sont devant les grilles, et on commence à mettre l'enfant Francisco, des soldats espagnols mettent l'enfant Francisco dans un carrosse, et là, les partisans de Ferdinand VII, sans doute avec la complicité d'une partie des soldats espagnols du Palais Royal, entrent dans la cour du Palais Royal et libèrent l'enfant Francisco. Et à ce moment-là, un colonel français arrive sur la place. Et là, immédiatement, les insurgés, en quelque sorte, espagnols, les partisans de Ferdinand VII, disent « Ah, ça y est, c'est ça, les Français sont venus pour capturer et kidnapper l'enfant Francisco. » Ils se jettent sur le colonel, commencent à le passer à tabac, et donc sa troupe le défend, ce colonel qui est passé à tabac, et c'est le début de l'émeute. Donc l'émeute commence comme ça. Alors cette émeute, si vous voulez, ça va pas être la population de Madrid va pas d'un seul coup sortir les fourches et les torches pour courir après les Français. En fait, c'est 30 000 personnes l'émeute. Donc la population de Madrid à l'époque, c'est plusieurs centaines de milliers de personnes, donc c'est 30 000 personnes. Alors c'est pas du tout Madrid. Donc Murat est à la tête de l'armée à ce moment-là. Il y a un gouvernement madrilène qui est là. Donc Murat doit rétablir l'ordre. Donc là-dessus, il fait ce que fait tout bon chef de guerre. Donc, il organise ses troupes pour qu'elles ramènent les émeutiers vers la Puerta del Sol pour les coincer là et les calmer. Donc, c'est ce que font ces troupes. Ils ramènent les émeutiers vers la Puerta del Sol. Mais pendant ce temps-là, plusieurs Espagnols sont dans les hôpitaux où sont les soldats français blessés au Portugal et les assassinent sur leur lit. Donc le bruit commence à arriver et ça agace particulièrement les cuirassiers et les hussards. Et pour finir, le Mamelouk Mustapha à la Puerta del Sol, qui est un personnage mythique pour l'armée française, c'est une des figures préférées de la cavalerie française à l'époque, le Mamelouk Mustapha, qui a fait toutes les campagnes avec l'empereur, est abattu d'une balle tirée par la foule. Et alors là, les cuirassiers et les soldats commencent à sabrer dans la foule. C'est Murat qui va mettre fin au sabrage. Donc Murat met fin au sabrage et interdit strictement qu'il y ait des poursuites armées contre les émeutiers. On met fin à tout ça, il bloque tout, il fait arrêter les assassins de soldats français dans les hôpitaux, il les fait mettre en prison, ils seront jugés le lendemain. Le 3 mai, et Murat, pour calmer la population, décide d'être escorté uniquement de soldats espagnols. Donc il va se faire escorter que d'Espagnols, on est le 3 mai, et il va parcourir les rues de Madrid avec son escorte espagnole pour calmer tout le monde. Donc, vous vous rendez compte qu'il fallait tout de même un sacré courage, parce que les soldats espagnols, là, n'avaient qu'un geste à faire pour l'abattre, puisqu'il n'y avait plus aucun soldat français pour le protéger. Donc Murat va réussir à calmer l'émeute, va réussir à calmer la tension grâce à cette attitude, grâce à sa capacité de calmer aussi ses propres soldats qui étaient chauffés à blanc. Et le bilan, si vous voulez, de ces émeutes, en gros, c'est 500 morts français dans les hôpitaux, c'est 600 morts espagnols le jour de l'émeute,
et c'est 400 personnes ensuite passées par les armes pour avoir assassiné les Français. Donc en gros, c'est 1000 morts espagnols et 500 morts français. Donc on n'est pas du tout dans les 25 000 morts qui ont ensuite été annoncés. Même les historiens espagnols maintenant disent non, oui, c'est pas vrai, il n'y a jamais eu 25 000 morts, c'est 1000 morts espagnols et 500 morts français. Donc on est le 3 mai. Le 4, Murat a tellement bien géré l'émeute que le 4 mai, non seulement il est félicité par l'empereur, mais en plus il est nommé régent d'Espagne par Charles IV de Bourbon. Donc Murat est nommé régent d'Espagne par le roi Bourbon le 4 mai. Alors il va être régent d'Espagne jusqu'au mois de juillet, jusqu'à ce que Joseph vienne prendre le trône d'Espagne. Du mois de mai au mois de juillet, absolument aucun problème à noter en Espagne, et la guerre reprendra quand Joseph s'installe sur le trône. Donc voilà, on en est là, mais personne ne fait un pataquès de cette histoire d'Espagne. C'est du maintien de l'ordre, un peu ferme, mais c'est pas plus que ça, et on a plutôt évité vraiment un très gros problème. Donc fin du sujet. C'est un truc que personne n'en parle. Ça n'a jamais été un scandale ou quoi que ce soit, au contraire. Mais arrive 1814. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est là que la conjonction d'événements malheureux vont se conjuguer pour abîmer la mémoire de Murat. C'est qu'en 1814, les Bourbons reviennent au pouvoir et ils ont besoin de créer un récit national de résistance. Le problème des Espagnols, c'est un petit peu comme le problème des Français avec la Seconde Guerre mondiale, c'est que ce ne sont pas vraiment les Espagnols qui se sont débarrassés de l'occupation française. L'occupation française s'est arrêtée parce que les Alliés ont fait tomber Napoléon. Donc il faut tout de même un petit peu faire une autre image que ça. Donc il va falloir donner une très belle image de la résistance espagnole. Le fier guerriero espagnol, l'hidalgo espagnol, qui tout seul s'est levé contre l'horreur française, et c'est tout à fait normal de vouloir créer un récit national. Donc les Bourbons cherchent à avoir des éléments pour appuyer cette fabrication de mythes national. Coup de peau formidable. À l'époque, il y a M. Goya. Alors, M. Goya était le peintre de cour des Bourbons, mais il a aussi été le peintre de cour de Joseph Bonaparte. Donc, Goya a un petit peu trahi, si vous voulez, les Bourbons et l'Espagne, puisqu'il a fait tous les tableaux, tous les portraits de Joseph et de sa famille, etc. Donc, quand les Bourbons arrivent, Goya se dit il faut que je me dépêche de trouver quelque chose pour ne pas perdre mon boulot et surtout pas finir en prison. Donc, il pense à ça et il fait ces deux magnifiques tableaux, le tableau de la Puerta del Sol et le tableau du Dos de Mayo, vous savez, cet homme en croix qui se fait fusiller, qui est magnifique. Et quand on a le talent de Goya, ça marche. Donc les Bourbons disent ça, c'est très très bien, on va utiliser ça. Bon, Goya, tu es pardonné, hop, tu vas prendre une pension, tu vas nous peindre, et on va utiliser ça pour faire de Murat le boucher de Madrid et les Espagnols des héros qui se sont libérés du joug français. En parallèle, que se passe-t-il? En parallèle, le mémorial de Sainte-Hélène en 1823 décide de mettre sur Murat, sur la tête de Murat, l'erreur l'erreur espagnole. Il y est absolument pour rien. Et ça, c'est d'autant plus savoureux que dans le mémorial de Sainte-Hélène, pour appuyer le fait que c'est de la faute de Murat, il y a un courrier de l'empereur qui est retranscrit entièrement, un courrier qui date du 29 mars 1808, ouais, qui préviendrait Murat de attention Murat, le sentiment national espagnol se réveille, n'énerve pas les Espagnols, etc., etc. Ça, c'est pour donner à Napoléon dans le mémorial cette image de quelqu'un qui a compris la naissance du principe de nationalité. Or, Napoléon ne comprendra jamais la naissance du principe de nationalité. Il ne l'a pas vu, c'est comme ça. Mais en 1823, le principe de nationalité est devenu très à la mode, donc il faut montrer Napoléon comme étant un visionnaire. Alors Napoléon n'y est pour rien, hein, ce n'est pas lui qui a écrit le mémorial de Sainte-Hélène, et ce n'est pas lui qui a reproduit un faux courrier, parce qu'ils avèrent que ce courrier est un faux. Donc, Tullard et la Fondation Napoléon ont démontré que ce courrier est un faux. Donc, vous avez dans le mémorial de Sainte-Hélène un faux honteux pour accabler Murat. C'est quand même absolument formidable. Mais ça ne s'arrête pas là. Donc, vous avez le besoin de la création d'un récit national espagnol qui est parfaitement légitime. Ça tombe sur Murat, bah, pas de chance. Mais je comprends que les Espagnols veulent créer un récit national. Vous avez le mémorial qui veut faire un succès d'édition et qui donc accable à nouveau Murat. Et arrive 1983. 1983, qu'est-ce qui se passe? Les socialistes prennent le pouvoir à la commune de Madrid. Et à la commune de Madrid, ils se disent, bon, il faut qu'on fasse plaisir à la population, on est en 1983, surtout aux fonctionnaires. Bon, alors on a le 1er mai qui est un jour férié, c'est pas mal, ce serait bien qu'ils en aient 2 jours fériés. Donc vous allez phosphorer, vous allez me trouver un truc qui permette de faire un 2e jour férié. Ils arrivent avec une idée géniale, mais le 2 mai, le 2 mai. Et donc, boum, depuis 1983, le 2 mai est un jour férié, ce qui permet aux Madrilènes, à la commune de Madrid, hein, c'est plus de 3 millions de personnes, d'avoir un jour férié le 1er et le 2 mai.
Et donc, chaque année, Madrid est férié pour célébrer les horreurs commises par Murat. C'est absolument incroyable. Voilà comment on détruit la postérité d'un homme que l'on fait passer pour une sorte de soudard au grand cœur un peu idiot et manipulé par sa femme. Lui qui parle latin, grec, qui réorganise la totalité de la cavalerie, qui rédige des poèmes sur le champ de bataille, qui gouverne remarquablement Bergue et Naples et qui sera même considéré, ça, peu de gens le savent, ça, Alphonse de Lamartine a fait une étude pour trouver les plumes perdues de la République. Donc il a étudié toutes les correspondances des grands hommes pour voir quels sont ceux qui, n'ayant écrit ni leur mémoire ni de romans, auraient pu être de très bons écrivains de littérature française. Et Lamartine en identifie deux. Il identifie Catherine de Russie et Murat. Donc Murat est une plume perdue de la littérature française pour Alphonse de Lamartine. Mais c'est également, et ça c'est vrai, Murat est également un politique visionnaire. Et alors ça, c'est pas moi qui le dis, évidemment, on serait bien mal placé pour le dire. C'est le professeur Tullard. Je vais vous citer deux citations de Tullard dans son bouquin qui s'appelle Murat ou l'éveil des nations. Ainsi, c'est Murat qui, le premier, a dans la tête une Europe des nations qui eût été plus solide que le Grand Empire et eût évité les révolutions de 1830 et 1848 quand même. Entre deux oncles, Napoléon Ier et Murat, c'est du second que Napoléon III est le véritable héritier. Si Murat avait réussi en 1814 et 1815, la face de l'Europe aurait été changée. C'est la voie que prêchait Murat à Naples en défendant la conception d'un grand empire fondé sur des liens fédératifs et non sur l'autorité d'un homme, calomnié par Napoléon, indiscutablement dans le mémorial, et puis en plus par différents courriers, fusillé sur l'ordre d'un tyran déconsidéré, là il s'agit du roi de Bourbon-Sicile, qui ensuite aura le plus grand mal à se maintenir, puisqu'ils sont absolument détestés. Murat meurt, osons le dire, en martyr de l'Europe. Voilà, donc c'est pour ça que quand on voit cette image d'Épinal, si vous voulez, qui est véhiculée par une série d'historiens en fait depuis la Troisième République, qui font passer Murat pour un sabreur un peu bébête et manipulé par sa femme, on est très très loin de la réalité. Donc c'est pour ça que c'est très drôle de voir les conjonctions comme ça d'événements et de successions de faits qui détruisent la réputation de quelqu'un. Et je trouve extraordinaire que la fête du travail soit une des malédictions de Murat. Voilà. Alors, quels ouvrages je conseille sur Murat? Alors, le premier ouvrage, évidemment, c'est la biographie de Jean Tullard, hein, qui est absolument remarquable. Alors après, vous avez des ouvrages beaucoup plus fouillés, plus dans le détail. Il y a Vincent Aiglé a fait un livre, là pour le coup, très épais, qui s'appelle Murat, la solitude du cavalier. C'est, je crois, le dernier ou l'avant-dernier qui a été fait sur Murat. Si vous préférez la lecture de romans historiques, je vous recommande Roi par effraction de François Garde, aux éditions du Seuil, il me semble, qui a reçu plusieurs prix littéraires, qui est sorti il y a 2 ans. Roi par effraction, c'est un très très beau roman qui prend Murat dans sa cellule avant d'être exécuté et qui fait des flashbacks où Murat se rappelle un petit peu tout ce qu'il a fait. Et il n'y a pratiquement aucune erreur historique dans le bouquin de François Garde, à part peut-être sur l'Espagne. Je crois qu'il y a une petite erreur sur l'Espagne. Et une autre où il dit que Murat n'était pas un fin gastronome, ce qui est pour le coup pas vrai, puisque Murat avait avec lui un chef cuisinier qui s'appelle Lagui Pierre, qui est celui qui a formé Corentin, enfin le fameux chef cuisinier de Talleyrand, qui a été formé par Lagui Pierre, qui était le chef cuisinier de Murat. Donc voilà, c'est les deux petites erreurs de François Garde qui sont tout à fait bénignes. Sinon, bien sûr, Tullard. Frédéric Hulot a fait un très joli livre. Jean-Claude Gaillet aussi a fait un très joli livre sur Murat. Je vous recommande tout bouquin qui est sorti depuis la réédition du Tullard. Parce qu'avant, ça a une tendance à reprendre systématiquement les poncifs du sabreur idiot, traître, manipulé par une femme malveillante. Caroline, dont la mémoire aussi a été particulièrement salie, on l'a fait passer pour la pire des gourgandines, alors que c'est absolument faux. C'est comme d'habitude un mélange entre... Ah oui, très très beau bouquin, ça oui, c'est vrai, Murat, Les uniformes de légende. Je ne sais pas si on le trouve encore, il était à vendre à la boutique des Invalides, il est magnifique, c'est un très beau livre. Et effectivement, Caroline, qu'on a fait passer pour la pire des intrigantes, mais c'est comme d'habitude, l'historiographie, c'est une œuvre d'art qui vous abîme et les mémorialistes qui, n'écoutant que leur courage, rédigent des mémoires où ils vous crachent dessus après que vous soyez mort. Ça, c'est un vieux classique.